Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Santé. Comme chaque jeudi, stress, angoisse, phobie, l'hypnose peut nous aider à chasser nos démons, à mieux dormir aussi. Une pratique qui se développe également de plus en plus à l'hôpital avant et après certaines opérations. Sommes-nous tous réceptifs? Quels sont les véritables bienfaits? Pour y voir un petit peu plus clair ce soir, notre invité Dominique Bout, endocrinologue à Lille, à l'hôpital privé La Louvière. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et comme chaque semaine, Tina Géréral, notre experte santé. Bonsoir Tina. Bonsoir Marie. Et faisons plus ample connaissance donc avec cette pratique, l'hypnose. Docteur Dominique Bout, vous êtes donc endocrinologue, on le disait à l'instant, et vous, depuis une quinzaine d'années, vous avez intégré l'hypnose donc à vos séances avec vos patients. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que finalement, je me suis rendu compte, en tant que nutritionniste en particulier, des limites finalement des démarches, notamment dans les problèmes de poids, basées uniquement sur la nutrition. Et il y avait un volet que je n'abordais absolument pas, qui était le volet émotionnel. Et finalement, ces formations que j'ai fait en hypnose au cours de différentes années m'ont permis d'aborder le patient d'une façon beaucoup plus globale et centrée beaucoup plus sur la personne. Sur les comportements vis-à-vis de la nourriture, c'est ça ? Voilà, par exemple, on parle de comportements entre guillemets d'addiction, d'alimentation émotionnelle, de troubles compulsifs. En tant que nutritionniste, j'étais très démuni parce que ça touche quoi ? Ça touche les problématiques de régulation émotionnelle auxquelles je n'étais pas formé. Ah oui, démuni carrément. Il y a une quinzaine d'années, vous vous êtes dit, il faut que j'aille chercher ailleurs. Et un peu le hasard de rencontre m'ont permis de découvrir en fait l'hypnose. Je me suis formé et j'ai plein de formations en fait autour de ça. Et justement, j'ai intégré complètement cette pratique. Et ça m'a donné finalement une sorte d'évolution dans ma façon d'aborder le patient de façon extraordinaire en fait. Donc vous pratiquez l'hypnose depuis 2004. Ouais. Quel type d'hypnose ? J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui existaient. Et puis, est-ce que vos patients ont bien accueilli cette nouvelle démarche thérapeutique ? Ah oui, alors sans aucun problème. L'hypnose auquel j'ai été formé, c'est l'hypnose dite ericksonienne. C'est Milton Erickson, qui est un psychiatre américain, qui a remis au goût du jour l'hypnose dans les années 50, en fait. Et cette hypnose ericksonienne, par rapport à l'hypnose dite traditionnelle, a la différence que l'hypnose traditionnelle était plus une hypnose, c'est du 19e siècle, en fait, basée sur la suggestion directe. En fait, c'était une relation entre le médecin et le patient un peu autoritaire, où on cherchait à forcer les changements, entre guillemets. Et ça ne marche que chez des gens hautement suggestible. On dit que 20% de la population est hautement suggestible. L'hypnose ericksonienne, ça a été plus une hypnose libre en fait. C'est plus un accompagnement du patient. Erickson disait que l'hypnose était un outil qui permettait au patient d'activer de nouvelles ressources pour changer. Mais c'est la même pratique, c'est-à-dire on parle au patient pour l'emmener dans Exactement. un état... de relâchement, c'est quoi ? On travaille avec le patient. Alors l'hypnose est un état de conscience modifié. Contrairement à son nom, hypnose, ça fait penser au sommeil, ce n'est absolument pas du sommeil. Les patients me disent parfois, vous allez m'endormir et quand je me réveillerai, tout ira bien. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, pour bien comprendre ce que c'est que l'hypnose, c'est un état d'éveil différent. Et vous savez, au cours de la journée, on passe dans des états d'éveil différents. On a la conscience critique, des états de conscience différents. Quelquefois, on est dans la conscience critique, on réfléchit, on cogite, on est dans ce côté plutôt cartésien. Et des moments où on va passer dans un état de conscience modifié. Par exemple, quand on lit un livre, qu'on est absorbé par ce qu'on lit et qu'on se détache du reste. On est un peu comme là et en même temps ailleurs. Eh bien, c'est des équivalents hypnotiques. Qu'est-ce qu'on va faire en hypnose ? Parce qu'on appelle de l'induction, on va induire un état qui ressemble à cet état-là, pour pouvoir utiliser les propriétés de l'état hypnotique. Donc c'est un petit peu ça, un état de conscience différent. Mais ça suppose qu'on connaît un peu le patient et on connaît un peu son quotidien aussi. Oui, tout à fait, ça c'est clair. Moi je ne fais jamais d'hypnose comme ça. Il y a une relation qui doit se créer et surtout une relation de confiance, c'est fondamental. Il faut qu'on se sente bien, nous patients. Absolument. Avec vous, du coup. Il faut être en sécurité pour pouvoir travailler en hypnose. Et vous savez, c'est un courant thérapeutique qui va se créer avec le patient. Quand on travaille en hypnose, dans l'accompagnement en hypnose avec le patient, moi je suis en hypnose. Alors, on parlait des troubles alimentaires. On vient travailler sur quoi d'autre avec l'hypnose médicale, du coup ? Alors, l'hypnose médicale va s'orienter sur, on pourrait dire, des champs énormes. On va l'utiliser, par exemple, en rhumatologie pour la prise en charge de la douleur. On va l'utiliser dans tous les troubles psychosomatiques ou troubles fonctionnels pour travailler les symptômes. On considère en hypnose ericksonienne, par exemple, que le symptôme, c'est un petit drapeau que le corps nous lance pour dire « moi, je ne vais pas bien ». Eh bien, on va saisir ce drapeau. Un des gros impacts de l'hypnose médicale, en fait, c'est d'aller travailler avec le corps, en fait, en quelque sorte. On sort du cartésien. On n'est pas dans comprendre
pour changer, on va aller travailler avec le corps grâce à l'état hypnotique, en fait. Et c'est vraiment là un accompagnement. Et ça nécessite aussi une stratégie, en fait, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il faut bien connaître le patient avant, avoir créé une relation, une alliance thérapeutique, en quelque sorte. Et les cas les plus concrets, c'est quoi? C'est l'arrêt du tabac depuis déjà pas mal d'années? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors effectivement, tout dépend des champs d'action que l'on a. Le sevrage tabagique, l'hypnose est intéressante dans le sevrage tabagique parce qu'on va utiliser l'auto-hypnose, par exemple, à visée anti-stress, pour la composante du stress du tabac. Ça peut être des suggestions. On est plus sensible aux suggestions quand on est en hypnose, donc on va utiliser des suggestions de changement dans le sevrage tabagique, par exemple. On peut travailler, se projeter dans un changement en hypnose. On va utiliser de l'imagerie mentale, par exemple. Donc ça, c'est toutes ces propriétés de l'état hypnotique que l'on va exploiter en fonction du besoin du patient, finalement. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de venir vous consulter pour une pathologie, une maladie ou un besoin particulier. On peut venir pour apprendre à maîtriser globalement ses émotions. Alors ça peut s'intégrer effectivement dans une stratégie de prévention. Il est clair que l'auto-hypnose, un peu comme la méditation pleine conscience, en fait, va être intéressante pour mieux réguler le stress, mieux réguler nos émotions. Et baisser un peu, ce qu'on pourrait dire, ces processus d'activation, quand on est toujours un peu sous pression, etc. Revenir dans une bulle de sécurité, par exemple. Ça, ceux qui sont l'auto-hypnose qui peut être intéressante. Victimes de burn-out. La prévention du burn-out peut être tout à fait intéressante là-dessus. Et là, on pourrait très bien trouver une stratégie. Comme on parle de stratégie autour de la nutrition, autour de l'activité physique, je trouve que pleine conscience, auto-hypnose, qui se rejoignent sur certains points, sont intéressantes dans meilleure régulation émotionnelle. Et vous, votre conseil, c'est quoi, justement, pour ceux qui nous regardent, qui se disent, tiens, l'hypnose, pourquoi pas, ça peut peut-être me correspondre pour X ou Y raison. Votre conseil, c'est quoi, d'abord? C'est de se rapprocher de qui ou qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan concret, c'est d'essayer de se rapprocher des gens formés, en fait. Oui. Et c'est un petit peu la difficulté aujourd'hui, parce que les choses ne sont pas bien standardisées. Et que on n'a pas un listing de soignants, entre guillemets, formés ou de praticiens formés à l'hypnose de façon aussi simple. Attention aux charlatans aussi, non? Donc, attention, il faut toujours s'assurer que les praticiens ont quand même un bagage médicale ou psychologique de formation. Moi, ça me fait un peu frémir des formations qu'on entend parfois. En un week-end, on va considérer qu'on est formé en hypnose. Avec l'hypnose, on va toucher parfois la part émotionnelle de la personne. Et il faut s'en méfier quand même. On ne joue pas comme cela avec cela. On peut se méfier aussi justement de ces charlatans, comme disait Marie, par le coût des consultations. Bien sûr. Quel est leur coût? Est-ce que c'est pris en charge par l'assurance maladie? À nouveau, il n'y a pas de prise en charge en fait. Et les coûts sont fonction du thérapeute en quelque sorte. Moi, j'ai la chance de l'avoir intégré dans ma pratique. Donc, souvent, les gens viennent voir un spécialiste. Donc, je considère que j'ai intégré cet outil pour l'apporter à mon patient. Je ne fais pas des consultations d'hypnose, en fait, j'ai intégré l'hypnose dans ma démarche. Et c'est une chance que j'ai de mon côté, effectivement. Et combien de séances, du coup, pour... Alors, il est clair qu'on, classiquement, on dit, la démarche en hypnose est une démarche de thérapie brève, entre guillemets. Et quand on dit thérapie brève, on dit généralement 5 séances. Après, c'est variable. On peut très bien, en 1 ou 2 séances, apporter un changement. L'important, c'est que ça bouge. C'est qu'on travaille avec le patient quand on est dans une démarche d'accompagnement avec ces outils-là, c'est que ça change en fait. Alors, bien évidemment, certains en 3 séances ça peut se faire, certains il faut 20 séances en fait en fonction du patient. Donc vous parlez beaucoup, c'est ça l'hypnose quand même? C'est pas quoi? Forcément. Non, pas forcément. On saupoudre des mots pour accompagner l'induction hypnotique. Est-ce que ça marche? Parce que c'est ça qu'on veut savoir aussi. Alors, après, si vous voulez, ce qui peut se passer aussi, c'est que dans la séance, on ne parle plus et on fait travailler le patient. Et c'est le patient qui nous dit ce qui se passe. Par exemple, dans une compulsion alimentaire, comment je vais utiliser l'état hypnotique? On va se mettre dans cette situation d'hypnose, on va retrouver un moment où les gens se mettent à craquer sur les aliments, et puis je vais travailler comme s'ils y étaient. Parce que c'est un des pouvoirs de l'hypnose, par exemple, de cette propriété de l'hypnose, est dans le faire sans faire. C'est ce que l'on fait en hypnose, c'est un petit peu comme si cérébralement parlant, on le faisait vraiment. Ça fait que je vais retrouver une situation où ils sont dans des états de compulsion, par exemple. Et on va travailler avec ça. Et je vais travailler quoi? Je vais travailler avec les sensations. Je vais travailler qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur corps à ce moment-là. Et on plonge dans la sensation. Et là, on va aller la travailler directement. On a identifié ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau du cerveau, du cœur, de l'attention. Alors,
Il est clair qu'il y a eu, c'est Madame Fémonville, en fait, qui est une anesthésiste de Liège, qui a beaucoup étudié l'imagerie cérébrale de l'état hypnotique et qui a montré que finalement, on a ce qu'on appelle le subconscient, ce qu'on pourrait dire le cortex singulaire qui s'active beaucoup. Mais ce qui est intéressant en hypnose, par exemple, si on fait des suggestions visuelles, ce sont les aires visuelles qui s'activent. Donc on peut le voir s'activer comme ça. On le voit clairement sur des IRM fonctionnels. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau cérébral, en fait, clairement. Et c'est pour ça qu'il y a une puissance là-dessus qu'on peut utiliser pour accompagner le patient, en fait. Et le patient est actif, c'est ce que je voulais dire. Sur les opérations aussi, on s'en sert à l'hôpital, avant, au bloc, c'est ça, pour réduire l'anesthésie, c'est utile. Là, il y a deux aspects, en fait. Il y a les interventions qui se déroulent sous hypnose. Donc ça, c'est un truc d'anesthésiste, en fait. Mais il y a aussi l'utilisation de l'hypnose ou de l'auto-hypnose en périopératoire, c'est-à-dire avant l'intervention et après l'intervention. Et il a été montré que lorsqu'on utilisait comme ça l'hypnose en périopératoire, on réduisait les besoins en anesthésiant, en antalgique. Ça se développe de plus en plus. Et ça se développe chez les enfants aussi. Il y a des infirmières comme ça qui sont formées en anesthésie. En obstétrique, par exemple, c'est intéressant, dans la préparation de l'accouchement, en fait. Et pour les petits, en pédiatrie, ça se fait. Oui, en pédiatrie, ça se fait. Vous avez même dans tous les soins, il y a une hypnothérapeute de Genève qui travaille comme ça avec les enfants en chimiothérapie. D'accord. Où elle fait de la suggestion positive. Et, donc il y a plein de voies. Et on partage tous le même outil. C'est ça qui est extraordinaire, mais avec des voies d'utilisation qui vont être différentes en fonction des pathologies. Merci beaucoup, docteur Dominique Bout. En tout cas, vous êtes passionnant. Merci d'être venu nous parler de l'hypnose. Tina, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Pour un nouveau numéro de C'est votre santé. Nous, on se retrouve bien sûr demain pour votre magazine Top Sortie avec le directeur des Nuits Secrètes pour une nouvelle édition. Cette année, on est ravis.